Bonjour Étienne Bossuet, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Étienne, vous êtes entrepreneur et avez consacré votre vie professionnelle au commerce international. Votre entreprise, Export Entreprise, accompagne des PME à l'international et propose des solutions numériques pour l'import-export. Vous avez été président de l'OSCI, la fédération professionnelle qui réunit les sociétés de commerce et d'accompagnement à l'international, dont beaucoup sont entrepreneurs français à l'étranger. Enfin, avec d'autres chefs d'entreprise et des chercheurs en international business, vous avez créé le think tank La Fabrique de l'exportation pour contribuer à revisiter la pratique du commerce international en France. À ce titre, vous venez de publier il y a quelques mois Manifeste pour un renouveau de l'exportation en France. Il faut bien dire qu'il y a du travail et que la comparaison avec les pays voisins comme l'Allemagne, les Pays-Bas, voire l'Italie n'est pas forcément flatteuse pour la France. Alors justement, que peut-on y faire ? C'est l'objet de ce nouveau numéro des entretiens du club France Initiative. Alors Étienne, la balance commerciale de la France est structurellement déficitaire depuis une quinzaine d'années. Comment expliquez-vous cette situation et que pensez-vous des mesures prises ces dernières années par les pouvoirs publics pour y remédier ? Vincent, merci de m'introduire sur cette question aussi stratégique. Bon, déjà, le chiffre qu'on observe, qu'on mesure, c'est quand même en général le chiffre des douanes, qui est donc le chiffre des produits, donc des biens, qui donc n'inclut pas les services. Or, ça, c'est quand même un problème très grave de ne pas regarder l'ensemble produits et services. Sur l'ensemble produits et services, la situation est un peu moins mauvaise que sur les seuls produits. Et d'ailleurs, en fait, souvent on dit qu'en France, on a 120 000 exportateurs, mais ce sont 120 000 exportateurs de produits et services comptés par les douanes, comptés par les douanes, mais vous avez 80 000 exportateurs de services. Donc, il faut vraiment qu'une bonne fois pour toutes, on considère que les services, y compris le tourisme, mais pas que, aussi les prestations intellectuelles, soient vraiment de l'exportation à part entière. Il faut bien voir aussi que quand on exporte 1 euro de service, la valeur ajoutée française, inclus dans cet euro de service exporté, elle est double de la valeur ajoutée incluse dans 1 euro d'exportation de produits. Notre structure productive est faite de telle manière que quand nous vendons un produit à l'étranger, il y a souvent beaucoup d'intrants importés et donc la valeur ajoutée strictement française finalement n'est pas si élevée, en tout cas elle est 2 fois moins importante que la valeur ajoutée donc des exportations de services. Ce qui fait qu'à la fin, si on exprime la balance exportation française en termes de valeur ajoutée, et non pas en termes de chiffre d'affaires comme on le fait d'habitude, mais en valeur ajoutée, eh bien les services pèsent plus lourd que 51%, donc très peu, mais plus lourd quand même que les produits. Donc ça, c'est très important. L'autre truc, si vous voulez, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait depuis 15 ans ? C'est un peu la question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, on a fait beaucoup depuis 15 ans pour la productivité. Vous avez dû entendre souvent des plans d'amélioration de la productivité, de la compétitivité des entreprises françaises. Et donc, avec l'idée sous-jacente que si leur compétitivité augmentait, leurs exportations augmenteraient. Rien dans tout cela n'est faux, mais c'est incomplet. En fait, si vous voulez, d'abord, les entreprises françaises, il y en a toujours un sous-ensemble qui est très compétitif et un sous-ensemble qui ne sera jamais compétitif. Donc, on ne peut pas vraiment raisonner au niveau national pour ce genre de pensée ou d'action. Il faut penser au niveau des entreprises ou des secteurs. Bon, par exemple, si on prend l'Italie, elle a 3-4 secteurs, si vous voulez, sur lesquels elle est très compétitive. L'automobile, les automatisations, la mode, l'agroalimentaire. Et elle pousse à fond ses PME dans ces secteurs-là qui deviennent très rapidement presque global, donc très, 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 très vite en expansion géographique, alors que sur d'autres secteurs, on ne voit pas beaucoup les Italiens, mais ils ont choisi leur niche et ils les exploitent à fond. Donc, ils n'ont pas attendu, si vous voulez, que toute leur économie soit compétitive pour aller à l'export. Ils se sont dit, on va déjà projeter et accélérer. Donc, ça, c'est sur ceux qui sont compétitifs. Donc, ça, c'est une approche intelligente qui est de dire, la compétitivité du pays, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est la compétitivité de chaque entreprise. Et là-dessus, il y a des situations qui vont varier du tout au tout. Et certains sont très sensibles au facteur travail, mais d'autres pas du tout. D'autres sont sensibles au facteur capital. D'autres sont sensibles au facteur CO2. Il y a toutes sortes de formes de compétitivité. Et donc, ça, il faut arrêter de sortir de l'idée que c'est les charges sociales, le taux de change de l'euro qui vont sauver ou au contraire plomber le commerce international français. Maintenant, l'autre truc, si vous voulez, qu'on n'a pas vraiment vu, c'est que, et qu'on n'a pas, à mon avis, assez développé, c'est que
la compétitivité ne suffit pas. Vous avez une entreprise, si vous prenez une entreprise qui est compétitive, qui a un produit de qualité, avec un prix attractif, son succès à l'international dépend à ce moment-là de sa compétence internationale, de sa capacité à construire un dispositif commercial et de promotion en interne et en externe qui lui permet de vendre ses produits sur les marchés mondiaux. L'élément important, je crois, c'est au-delà de la compétitivité, déployer et développer la compétence des exportateurs français pour que, en tout cas, tous ceux qui sont suffisamment compétitifs ne se contentent pas de gagner 2 ou 3 marchés nouveaux par an, mais aillent beaucoup, beaucoup plus loin et donc on exploite à fond le potentiel export des entreprises compétitives, quitte à essayer, bien sûr, de tirer le reste des wagons derrière, mais cette compétence, elle est fondamentale. On voit souvent des entreprises dont on se demande pourquoi elles n'exportent pas davantage. Et on voit bien, le produit est bien, le savoir-faire est bon, le prix n'est pas excessif. Et pour autant, elles peinent à se développer. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, le sujet qu'on a un peu raté. On n'a pas vraiment mis toute l'énergie là-dessus parce qu'on était obsédé par cette histoire de compétitivité. Alors, la compétence, c'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire effectivement que les entreprises doivent monter en compétence, ça veut dire que les formations initiales doivent monter en compétence sur ce qu'on appelle l'international business, c'est-à-dire la pratique du commerce international. Ça veut dire qu'on doit aussi créer tout un écosystème autour des entreprises, parce que c'est souvent la compétence externe qui va permettre à l'entreprise, in fine, de vendre en Chine ou de vendre en e-commerce. C'est difficile pour une PME ou une ETI de savoir maîtriser tous ces savoir-faire. Et donc là, il y a vraiment cet écosystème, si vous voulez, de sociétés d'accompagnement, bien sûr, sociétés de commerce, mais aussi de consultants, mais aussi d'associations, de réseaux de partage d'informations, d'expertise. Il y a aussi les Français de l'étranger, qui sont autant d'électrons libres parfois, qui peuvent être rattachés à une entreprise et accélérer son développement dans un pays. Il y a énormément de choses à faire. Alors, on a fait effectivement la réforme TIF France Export. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la réforme TIF France Export, elle s'est faite à ressources égales ou à ressources même un peu décroissantes. Elle consistait simplement à mettre ensemble les chambres de commerce et Business France. Donc, c'est plutôt une réorganisation, si vous voulez, de structure, mais qui n'a pas mis dans la balance des nouvelles compétences ou des nouvelles capacités d'agir. L'avantage, évidemment, c'est qu'on a résolu c'est un travail de subsidiarité publique-public. On a résolu l'espèce de conflit ou de désalignement, disons pour être plus précis, entre les chambres de commerce et Business France, dans un souci de bonne gestion de l'argent public. Les deux étant financés par l'argent public, il était sage et sain que tout ça se réaligne bien, région, CCI et Business France. Mais si vous voulez, ça a été fait, c'est une très bonne chose et ce n'est pas facile. C'est ce genre de sujets qui sont souvent très compliqués. C'est intelligent de l'avoir fait dans le cadre d'une marque ombrelle, etc. Mais ça ne transforme pas, si vous voulez, fondamentalement, l'offre de compétences qui est mise à disposition des entreprises françaises. Business France continue à exister et les chambres de commerce continuent à exister dans un ensemble qui est plus harmonieux, ce qui est une très bonne chose, mais ça ne change pas la donne. Très bien. Alors, avec le manifeste pour un renouveau de l'exportation française, vous formulez des pistes, là, vous venez déjà d'en donner quelques-unes, pour remédier à la situation. Quelles seraient les principales préconisations à retenir? Le manifeste, donc, c'est un travail de brainstorming en se disant il va y avoir une forte croissance sur 2021 et 2030. D'une part, parce qu'il y a un rebond, évidemment, post-Covid, mais aussi parce qu'on a adopté plein de modes de fonctionnement, notamment digitaux, qui accélèrent un peu tout le système, aussi bien le système de prospection que le système de commercialisation. Et donc, du coup, il y a un peu des nouvelles lignes de force qui s'imposent dans cette période de croissance. Donc, d'abord, il y a une idée de géographie qui est très importante. Il y a quand même un barycentre du monde qui a changé il y a quelques temps et qui maintenant est bien ancré en Asie et pour pas mal d'années. Et donc, il est très difficile de continuer à dire aux entreprises d'aller sur l'Union européenne qui, sur la période des 10 ans à venir, va avoir des croissances de l'ordre de 2% par an versus des pays, donc des régions du monde comme l'Asie et puis dans une moindre mesure, mais également l'Afrique, où les croissances naturelles sont plutôt sur une base de 5 avec des 7 et puis avec plus de 7% parfois. Donc ça, c'est très important. Allez envoyer les PME sur l'Asie, évidemment, il ne faut pas le faire en disant allez en Asie comme vous iriez en Belgique. Non, ça veut dire
repenser la manière dont vous abordez l'exportation, repenser les modes d'entrée, repenser le type de partenariat. Est-ce que c'est vous-même qui allez vendre en Chine ou est-ce que c'est un tiers qui va et vous allez vendre par ce tiers? Bon, il faut faire de l'ingénierie là-dessus. Il ne faut pas y aller comme ça en disant on fait un copier-coller de la stratégie belge pour aller sur la Chine. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais aucune PME ou ETI aujourd'hui peut se dire je veux faire de l'export et je ne regarde pas comment je peux m'insérer dans la chaîne de valeur asiatique et demain dans la chaîne de valeur africaine. Ce sont quand même les deux pôles de croissance mondiaux avec les États-Unis qui, à mon avis, resteront très dynamiques. Donc, il y a une notion géographique. Il y a une notion aussi, il y a une notion, avec la géographie, vient un changement des modes d'entrée. Vous ne pouvez pas opérer de la même manière sur l'Union européenne et puis sur des pays beaucoup plus lointains. Donc, il faut finalement arriver à gagner ce savoir-faire que les PME et ETI françaises ont un peu raté pour l'instant du grand export. Il faut trouver les compétences, il faut trouver les partenaires, il faut trouver les alliances pour y aller sans prendre de risques. Et je voudrais quand même juste donner une idée très simple qui semble que les pommes françaises sont vendues au bazar de Téhéran, mais ce ne sont pas les producteurs de pommes qui vont à Téhéran pour les vendre, ils les vendent à des négociants qui ensuite les vendent à des Iraniens. À la fin, tout le monde est content parce que les pommes françaises sont exportées et on n'a pas une obsession sur le fait que le producteur de pommes fait l'aller-retour sur Téhéran pour aller vendre ses pommes. Donc, il faut avoir une pensée un peu plus systémique en se disant, à la fin, ce qui compte, c'est que le produit soit vendu. Qu'il y ait des intermédiaires ou une chaîne d'acteurs qui participent à cette vente ne pose aucun problème. Ça oblige à un partage de richesses, bien sûr, mais c'est parfaitement légitime et parfaitement accepté dans plein d'industries et c'est assez classique. Ensuite, l'autre point que vraiment le manifeste, si on devait en retenir deux, donc c'est le deuxième point, c'est cette idée que la notion, l'archétype de PME exportatrice doit changer. Je pense que pour les gens de ma génération, alors Vincent, vous êtes plus jeune que moi, mais dans ma génération, la PME exportatrice française, c'était une boîte qui faisait 20% à l'export. On disait, la boîte, elle fait 20% à l'export, 25% à l'export, c'est bien, c'est une PME exportatrice, c'est bien. Et effectivement, on a construit comme ça notre modèle, les modèles pour les investisseurs, pour les banquiers, pour tout l'écosystème. Quand on regarde une PME et on dit elle fait 25% à l'export, c'est bien, c'est une PME exportatrice. C'est ça notre modèle, un peu comme ça, l'idée reçue, si vous voulez, dans les mentalités. Et en fait, ce modèle, il va être déstabilisé par le fait que certaines PME ont adopté des modes d'expansion extrêmement rapides, notamment dans la tech, où on a vu arriver des trucs qui ont balayé tout le monde en quelques années, avec un déploiement mondial sur 5 ans. Mais en fait, si vous voulez, ces techniques qu'ont adoptées les entreprises de la tech pour se déployer rapidement à l'international, on les retrouve un peu dans d'autres domaines. Je suis toujours cet exemple d'une entreprise, si vous voulez, qui fait des produits pour chats et chiens. Donc, pas du tout dans la tech, donc des shampoings. Allez, les shampoings pour chats et chiens, pas du tout dans la tech. Ils vendent par Amazon dans le monde entier, 5 ans après s'être créé. Pas dans le monde entier, mais dans un ensemble de pays qui représentent plus de 50% du PIB mondial. Si vous voulez, c'est une boîte qui, en 5 ans, elle a balayé tous les concurrents qui avaient fait de l'incrémental en disant « Allez, je vais passer 3 ans sur le marché allemand, et puis quand j'aurai le marché allemand en main, j'irai sur le marché anglais. » Et non, parce que ça marche plus. Ça. Il faut trouver des modes d'entrée et des modes de déploiement export beaucoup plus rapides. Et donc, ces boîtes-là, ces PME-là qui ont trouvé ces chemins-là, elles commencent à émerger, elles commencent à arriver sur le marché en concurrence avec celles qui étaient déjà là avant. Et elles ont cet énorme avantage qu'elles connaissent le marché indien en même temps qu'elles connaissent le marché chinois et le marché américain. Elles apprennent de ces marchés qui ont des marketing bien sûr différents. Et quand elles arrivent sur le marché coréen, elles sont meilleures parce qu'elles ont plein de référentiels, plein de cultures, alors que si vous avez fait France, Allemagne, Angleterre et vous arrivez sur le marché coréen, vous avez beaucoup moins d'inspiration pour être performant. Et donc, ce modèle, 30%, 20% de chiffre d'affaires export, il est un peu en train d'exploser, progressivement, là je vous donne sur les années à venir, mais il va exploser face à des entreprises qui vont être des surdoués, des bourrés de potions magiques export qui font qu'ils vont vraiment arriver à exporter 60, 70, 80. Et en fait, la différence, c'est que le dirigeant, quand il a une boîte qui fait 20% de chiffre d'affaires export, il prend ses décisions de produits, d'investissement, de ressources humaines, quand même beaucoup en fonction du marché français, qui n'est pas le marché le plus dynamique, qui n'est pas le marché le plus innovant et qui n'est pas le marché qui crée vraiment de plus fortes références. Si il est à 80% d'export, il doit prendre, disons, ses décisions en fonction
les mêmes décisions, mais en fonction d'un barycentre de pays, Chine, Inde, États-Unis, Europe. Et donc, il a des décisions qui amènent sa boîte sur une trajectoire beaucoup plus internationale. Ça, c'est très important que les PME, les banquiers, les pouvoirs publics, les fédérations, tout l'écosystème, si vous voulez, qui réfléchit à comment on peut essayer d'être plus performant, et notamment à l'export, mais ils se disent, non, mais au fond, attention, notre modèle de PME idéale exportatrice, ça va être un peu des PME en danger face à des PME qui vont être des champions de l'export et champions de l'international. C'est un sujet qu'on voit beaucoup. C'est grâce à ça que les petits pays comme la Belgique ou le Danemark performent vachement bien à l'export, parce que dans ces pays-là, plus de 50% des entreprises qui sont créées en ce moment, depuis 10 ans, sont pensées pour le marché, disons, européen, ou en tout cas au-delà de leur marché domestique. C'est assez logique, hein, s'agissant de petits pays. Donc, vous ne pouvez pas vraiment imaginer créer une marque de cosmétiques que pour la Belgique. Mais à partir du moment où vous faites ce saut en disant non, mais moi, je ne conçois pas pour la Belgique, je conçois pour l'Union européenne, eh bien, toute votre pensée produit, RH, investissement, elle en est influencée. Et du coup, bah, vous êtes plus performant d'une manière générale à l'export, y compris dans des marchés plus lointains, parce que d'entrée de jeu, votre démarche, elle est pensée pour le reste du monde. Et vous n'êtes pas biaisé par un marché domestique qui finalement ne va pas forcément être extrêmement dynamique, en tout cas le marché français dans les années à venir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement d'archétype. C'est difficile de porter ce genre de paroles parce que c'est souvent, il y a énormément de consensus sur ce genre de modèle, hein, et donc il faut déstabiliser un peu le consensus et dire, voilà, dans le nouveau modèle de la bonne PME exportatrice, c'est pas celle qui a une majorité de vente en France, c'est celle qui a une majorité de vente à l'international et qui donc est obligée de se penser en conséquence. C'est un vrai changement de perspective, de mentalité. OK. Ouais, c'est bien. Quoi vous savez, on a tous un peu implicitement des jugements de valeur. Hein. C'est quoi la bonne PME? Moi, je me souviens quand j'ai démarré dans les années 90, la bonne PME exportatrice, la bonne PME, c'était celle qui était un peu exportatrice, mais pas trop. Mais pas trop parce que l'export, c'était perçu comme un risque, plus risqué que le marché français. Et donc, les banquiers disaient, ah ouais, non, mais bon, s'il exporte trop, c'est compliqué parce que la Russie, c'est un marché avec des aléas, l'Asie, tout ça, tout ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs le Covid l'a quand même un peu montré, ceux qui étaient bien déployés sur beaucoup de marchés ont pu jongler un peu avec les stops et les go de leurs différents pays. Et puis surtout, ils avaient plus de knowledge, c'est-à-dire qu'ils voyaient arriver le truc en France, mais ils avaient déjà senti le marché asiatique, le marché asiatique leur a déjà appris des choses. Enfin, ils ont beaucoup mieux joué, ils ont beaucoup plus rebondi, plus rapidement rebondi que ceux qui étaient très, très domestiques, entre guillemets. Question suivante. Alors, une question que nous, on se pose beaucoup au Club France Initiative, c'est comment articuler tout ça avec la présence des Français à l'étranger, comment on peut justement s'appuyer sur les communautés de Français, les entrepreneurs français à l'étranger, pour renforcer nos positions à l'export. Moi, je suis convaincu que c'est un des nouveaux atouts de l'exportation française, c'est la montée en puissance de la diaspora depuis 20 ans. Si vous voulez, ce sont des gens qui ont la compétence pays, alors que nos exportateurs ont leur connaissance produit, la compétence produit, j'espère qu'ils l'ont, mais rarement la compétence pays, en tout cas pas dans les proportions de gens qui habitent sur place. Donc, ce sont des passeurs, des médiateurs commerciaux idéaux. Ce sont souvent des entrepreneurs, donc en plus, ce sont parfois même des gens avec qui l'exportateur peut partager le risque. C'est-à-dire dire, voilà, on va ensemble prospecter le marché GCC à partir de Dubaï, et on aura une rémunération fixe et avec un peu de variable. Enfin, toutes les formules sont possibles. Hein. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un potentiel extrêmement riche pour des exportateurs français dans ces communautés, notamment de jeunes, notamment d'entrepreneurs, notamment de gens qui ont une fibre commerciale. C'est très, très intéressant de pouvoir utiliser ces communautés pour l'exportation. Et c'est vraiment un atout récent. Je pense que ça n'existait pas il y a 40 ans. Ça a démarré il y a 20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les populations et les diasporas sont bien suffisantes pour aider ces PME et ETI françaises. Donc là, il y a un terrain extrêmement intéressant qu'il faut beaucoup plus développer, beaucoup plus exploiter,
tout cet univers est quand même beaucoup monté en compétences, la diaspora. Les sociétés d'accompagnement, je les ai suivies depuis longtemps, puisque donc, j'étais dans cette fédération pendant 15 ans. Et au début, c'était des boîtes de 1, 2, 20 personnes, c'était le leader. Maintenant, il y a des boîtes de 400 personnes, 500 personnes qui sont partout dans le monde et qui, dans chaque pays, peuvent créer, par exemple, aider à créer une filiale, aider à recruter un commercial. Et puis, se sont lancés dans l'externalisation. C'est-à-dire que vous cherchez un commercial 4 jours par semaine à Singapour, on vous le met à disposition en 1 ou 2 mois. Et les CCIFI sont un peu aussi lancés là-dedans. Donc, l'offre de services d'externalisation, qui sont des offres de compétences faciles à activer et rapides à brancher, c'est aussi beaucoup étoffé. Et donc, ça a créé quand même beaucoup de capacités. Maintenant, il faut l'exploiter. OK. Alors, la dernière question qu'on voudrait vous poser, évidemment, quand on parle export, quand on parle commerce international, on ne peut pas aussi complètement s'abstraire d'un certain contexte aussi politique. Il y a des vrais enjeux sur la mondialisation, etc. On peut penser que le commerce international aussi pâtit d'une certaine réputation y compris sur la dimension écologique. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est en matière de transition écologique, qui est le grand défi de notre siècle, comment les entreprises exportatrices peuvent aussi participer à cette transition, comment on peut décarboner l'export. Oui, c'est clairement un des défis du moment pour le commerce international. Les gens ont quand même tendance à assez rapidement enterrer le commerce international à chaque crise. Et finalement, quand même, les moteurs de base qui sont quand même de partager de la richesse, parce que ça crée quand même beaucoup de richesse, le commerce international. Ça crée de la richesse pour ceux qui exportent, mais ça crée aussi de la richesse pour ceux qui importent et qui ont des produits moins chers ou de meilleure qualité. Et donc, du coup, le Covid n'a pas du tout enterré le commerce international. Il est là, en ce moment, plutôt à son niveau le plus élevé en ce moment. Et il repart en tout cas très fort, notamment sur les produits. On réfère en tout cas aux problèmes dans le shipping, où il y a quand même des problèmes de shortage. Et donc, voilà, on voit bien que c'est reparti très, 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 très dynamiquement. Néanmoins, à 10 ans, on aura un vrai problème si le commerce international ne devient pas plus soutenable du point de vue carbone. Ça, c'est clair. Alors, il y a plusieurs défis. Il y a le défi de la production. Il faut produire en décarbonant progressivement les processus de production. Ça, ce n'est pas spécifique à l'export, mais c'est quand même une obsession qu'il faut avoir et qu'il faut arriver ensuite à mettre en évidence, c'est-à-dire à utiliser des labels pour rendre compte de ces processus d'amélioration de la décarbonation de la production. Dans le transport, les solutions, on commence à les voir émerger, et progressivement, elles se déploient. Et il existe aujourd'hui plusieurs solutions de transport carbone free, carbone neutral, par compensation des émissions carbone, mais progressivement aussi par réduction des émissions carbone. Donc, vous avez pas mal de gens, comme par exemple UPS, tout simplement, qui proposent du carbone neutral shipping par compensation aujourd'hui. Mais progressivement, au fur et à mesure où on passera à l'électrique, à l'hydrogène, vert, on aura, je pense, dans 10 ans, des moyens de transport beaucoup plus frugaux en CO2. Ensuite, vous avez l'enjeu du recyclage, qui est un enjeu très important pour les exportateurs, qui appelle à des partenariats locaux. C'est très, très dur de recycler en centralisé. Il faut recycler en décentralisé. Donc, vous produisez des biens de deuxième main ou des biens usagés en Inde, eh bien, il va falloir les recycler en Inde. Et si vous les produisez au Japon, il va falloir les recycler au Japon. Et donc, ça, c'est une chaîne, si vous voulez, qu'il faut commencer à explorer, à maîtriser, qui va nécessiter beaucoup de partenariats locaux. Il y a aussi la maîtrise du marché de l'occasion. Pas mal de sociétés essaient de mieux maîtriser le marché de l'occasion, l'organiser pour donner une deuxième vie, tout en gagnant de l'argent, mais donner une deuxième vie aux produits pour augmenter donc l'espérance de vie des produits et réduire leur obsolescence. Il y a pas mal de défis, il y a pas mal d'endroits où on peut agir. À la fin, ce qu'il faut, c'est être sur le pack shot, entre guillemets, sur le produit qu'on va proposer,
en concurrence souvent avec des producteurs locaux, capables de montrer que votre produit, bien qu'il ait été exporté, eh bien, la manière dont il a été produit, ou la manière dont il a été transporté, ou la manière dont il va être recyclé, fait qu'il est compétitif en termes de CO2 par rapport à une production locale qui n'aurait pas adopté ces codes. Donc, importer ne veut pas dire plus de CO2, ça dépend comment le produit est fait, transporté et recyclé. Et c'est là-dessus que les exportateurs doivent se battre. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va très vite, la transformation va aller très vite. Donc là, il y a un peu un effet de ciseau entre le marché qui a mis beaucoup de temps à adopter ces codes, mais qui les adopte très vite en ce moment, et la transformation des entreprises qui, par nature, est lente. Vous ne pouvez pas transformer un processus de production en quelques mois, vous ne pouvez pas mettre en place du recyclage comme ça. Voilà, d'ailleurs, il y a un challenge très fort pour les entreprises, mais c'est aussi une opportunité. On a par exemple une source d'énergie qui est très faible en CO2 en France, c'est un avantage énorme. En Chine, à chaque fois que vous faites un pas, à chaque fois que vous faites une production, vous mangez 70% de charbon. Nous, on est plutôt 70% de nucléaire. Bon, en termes d'émissions CO2, c'est pas pareil, quoi. Donc, il y a un recalcul de tous ces effets CO2 des productions des différents pays. Et comme l'énergie est fondamentale, le fait d'avoir une énergie basse en carbone pour la France, c'est un avantage qu'il faut vraiment exploiter autant faire se peut, quoi. Mais il faut le raconter, il faut le dire. Si vous ne le racontez pas, personne ne le sait. Si vous ne mettez pas sur le packshot que votre énergie dans votre pays, elle est basse en CO2 ou que vous êtes abonné, vous achetez votre énergie chez un fournisseur vert, personne ne va le savoir. Donc, le consommateur, il va se dire, bon, encore un produit importé, il y a plein de fioul là-dedans, j'achète pas. Ok, super. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment passionnant.